Bonjour Monsieur Millet, bonjour Monsieur Petkout. Merci d'avoir accepté notre invitation pour parler aujourd'hui d'un sujet très très important, celui du 170e anniversaire de l'abolition de l'esclavage des Roms. Alors merci d'avoir accepté cette invitation. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous raconter, peut-être en commençant par vous Monsieur Petkout, de quoi s'agit-il exactement? Parce que je ne suis pas sûre que nos auditeurs soient au courant de cette histoire. Bonjour à vous et merci de m'avoir invité à votre émission. Bonjour aussi à tous les auditeurs. Aujourd'hui, la société n'est pas informée du fait qu'il y a 170 ans en arrière, euh, il y avait la fin d'une histoire très très longue de dépendance de l'esclavage d'une communauté aussi importante à l'époque qu'aujourd'hui, la communauté des Roms. Cela s'est achevé le 20 février 1956 par l'abolition de la dernière catégorie d'esclaves, ceux des particuliers. Il y avait trois catégories d'esclaves en tout. Les esclaves de l'État qui avaient été libérés en 1843 en Moldavie, 1844 en Valachie, 1847 en Valachie, ceux de l'Église, et 1855 en décembre en Moldavie et en février 1856 en Valachie. Donc les deux principautés avaient ces trois catégories d'esclaves et ils les ont affranchis au cours de 2 décennies par 6 mesures d'affranchissement. Alors, comment expliquer que cette histoire soit encore très très méconnue, particulièrement en Europe, mais en Roumanie, qui est quand même le premier pays concerné? En fait, cette histoire, la méconnaissance de cette histoire est le résultat d'une exclusion structurelle de la communauté politique, euh, tant en Roumanie qu'en Europe. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que toute représentation politique des Roms a été confisquée et si on voulait exister, on avait comme seule voie d'existence l'assimilation. Donc les tziganes, c'était ceux qui restaient toujours à la périphérie économique et sociale du pays, et ceux qui sortaient de cette périphérie, ils étaient intégrés dans la communauté roumaine, de la nation roumaine. Euh, Concrètement, ce qui se passe, c'est que pendant un siècle et demi, il n'y a pas d'information, il n'y a pas d'éducation par rapport à l'esclavage. Pendant l'entre-deux-guerres, l'association, l'Union générale de Rome de Roumanie, surtout par son journal Glasul Romilor, elle avait rappelé l'histoire de l'esclavage. En fait, elle publiait des extraits du livre de George Potra, Contribuțiuni la istoricul țiganilor din România. Et dans ces pages donc, de Glasul Romilor, on pouvait lire de ces réalités-là. Ce qui se passe tout de suite après, c'est la déportation en Transnistrie, qui marque une coupure très nette entre les Roms tels qu'ils étaient présents dans l'imaginaire social et la nation roumaine. On va les déporter en Transnistrie, ça veut dire au-delà des frontières historiques de la Roumanie, justement pour marquer cette rupture. Et derrière, à partir de 1948, avec l'installation du régime communiste, la représentation politique et associative des Roms, elle est dissoute et les Roms ne sont plus une minorité, mais plutôt une catégorie sociale. Du coup, pendant les 40 ans de communisme, on n'a aucune information au niveau de l'école, des écoles ou l'université ou dans les médias de l'histoire de l'esclavage. Ce qui fait que cette génération, euh, elle a complètement loupé cette information. Elle n'a pas été informée là-dessus. Et à partir de 1990, on a toutes les nouvelles générations doivent redécouvrir cette histoire à partir de certains articles
d'histoire ou des archives. Tout est à reconstruire. Alors justement, votre association La Voix des Roms œuvre à faire connaître cette histoire au grand public, mais j'imagine aussi aux personnes concernées, c'est-à-dire les descendants de cette communauté. Est-ce que vous pouvez un petit peu nous parler de votre activité, des choix que vous avez faits et peut-être un peu, on y reviendra ensuite, mais peut-être du programme de cet événement qui est quand même extrêmement important cette année? Peut-être Monsieur Millet, vous pouvez nous parler un peu de l'association? Oui, bonjour, merci déjà pour cette invitation. La Voix des Roms est une association qui a été créée en 2005, donc ça fait un peu plus de 20 ans maintenant. Et justement, ça a été ce qui nous avait donné l'impulsion à l'époque pour créer cette association. C'était une émission qui est passée à une heure de grande écoute sur la chaîne France 5, qui est la chaîne publique éducative et qui était titré Délinquance, deux points, la route des Roms, où on parlait des Roms comme d'une classe de délinquants et de délinquance organisée par clan, hein, pour reprendre les propos de l'un des intervenants au plateau de cette chaîne télé. Et depuis 2005, nous nous attachons à faire connaître ce racisme qu'on subit, mais aussi à le faire comprendre et à le démanteler vraiment pièce par pièce, parce que c'est le racisme, et que ceci globalement, que ce soit en Roumanie, en France ou ailleurs, c'est le racisme le plus largement accepté socialement. C'est-à-dire que on blâme le racisme très souvent, le racisme anti-noir, le racisme anti-asiatique, etc. Mais quand on en vient à nous, aux Roms, le racisme anti-Rome, donc l'antiziganisme, c'est quelque chose qui passe comme une lettre à la poste. Et donc, cet anniversaire de l'abolition de l'esclavage dans les principautés danubiennes, nous en saisissons comme d'une occasion pour expliciter les raisons profondes de cet antiziganisme européen, en fait, mais qui a une de ses sources dans ces principautés danubiennes, comme M. Petkouts l'a dit tout à l'heure. Il y a une exclusion structurelle, en fait, qui trouve sa source dans cette période de 5 siècles d'esclavage, où le Romain est le serf, le paysan libre, et où le tzigane est l'esclave. Et quand la Roumanie se constitue ensuite comme un État moderne, au milieu du 19e siècle, la Roumanie devient un État, et donc une nation aussi, sous le modèle européen de l'époque, de l'État-nation, et la Tziganie demeure, ce que disait Petre aussi, toujours aux marges de la société, de manière conceptuelle, structurelle, comme de manière urbaine. C'est-à-dire que la Tziganie, aujourd'hui en Roumanie, désigne aussi ces lieux à l'extérieur du village où vit la communauté. Et en même temps, elle désigne aussi un comportement répréhensible et antisocial, hein, dans le langage populaire. C'est ceci que nous voulons mettre vraiment en lumière avec l'événement de vendredi 20 février, avec une programmation donc qui inclut des interventions d'institutions. On a l'ambassadrice pour les droits de l'homme de la France, on a le président de l'Agence nationale pour les Roms, Monsieur Paraskiv, des responsables de la délégation interministérielle de la lutte contre le racisme, l'antisémitisme et la discrimination liée à l'origine ici en France, mais aussi des chercheurs, donc mon collègue Petr Petkouts qui a conçu une exposition sur cet esclavage et sur l'abolition. D'autres historiens français qui ont travaillé sur les mouvements au 19e siècle et sur les théories de la construction de la nation, de comment les nations se sont construites à ce moment-là. Et aussi, évidemment, la Voix des Roms sera représentée, mais aussi Ergo Network, qui est un réseau européen auquel nous sommes membres, le tout donc dans une articulation de la pensée politique, de la pensée scientifique, hein, de la recherche scientifique,
et aussi de l'action concrète que chacun de ces acteurs mène, avec pour objectif non pas de blâmer qui que ce soit. La Roumanie en tant qu'État n'existait pas en 1856, quand il y a eu le dernier acte de l'abolition, mais pour se soigner finalement de ce mal qui est un mal tant pour les Roms que pour les non-Roms, tant pour les Roumains que pour les Français, et ainsi de suite. Alors justement, il y a un élément clé de votre événement qui va être un manifeste, si j'ai bien compris, qui va s'articuler autour de 22 points. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur ce manifeste? Pourquoi ce format? Quel est l'objectif? Et puis on reviendra peut-être dans un deuxième temps sur cette idée d'appel à la reconnaissance historique. Je ne sais pas qui de vous deux préfère commencer sur ce sujet. Je préfère commencer à répondre en premier sur ce sujet puisque le manifeste, il m'est venu à l'esprit en premier lorsqu'on était à Oslo pour une conférence Memorobia avec plusieurs autres collègues européens qui travaillent sur le sujet rome. Et on parlait de robier, de l'esclavage. Et en fait, en 1848, il y a eu le seul document émis, conçu par le peuple roumain, la déclaration d'Islaz en 22 points. Et le point 14, c'était l'affranchissement des Tziganes par dédommagement. C'était en fait un affranchissement qui a été volé finalement par plusieurs facteurs, on ne va pas détailler ici, mais nous avons voulu marquer en fait 170 ans de l'abolition de l'esclavage par une proclamation, par une déclaration en 22 points, similaire à celle d'Islaz, qui allait finaliser l'affranchissement juridique déclaré en 1848. De quelle manière? En fait, le principal problème de l'histoire des Roms dans l'Europe et en Roumanie, c'est le déni de la représentation politique. Tout passe par cela. Les Roms, ce sont des administrés, mais ils n'ont pas la possibilité d'être sujet politique. Ce qui fait que aujourd'hui, nous déclarons que cette situation doit cesser. Et en fait, tout cela passe par une reconnaissance à partir du plus haut niveau, du sommet de l'État, du Parlement, du gouvernement, qui sont invités à accepter la réalité de l'esclavage, la réalité historique, la réalité politique, la réalité sociale et économique. Et ils sont, l'État roumain, les institutions roumaines, tout aussi bien que les institutions européennes, ont l'obligation morale et historique de remédier à cela. La déclaration, elle est consultable en ligne. Tous ceux qui sont d'accord et qui veulent soutenir cette déclaration, cette démarche, ils ont la possibilité de signer cette pétition. En fait, ce qui se passe avec l'abolition de l'esclavage au milieu du 19e siècle, c'est une confiscation symbolique de cet affranchissement, puisque les historiens et tout le monde se focalisent plutôt sur l'abolition en tant qu'acte juridique et humain, plutôt que sur les affranchis. Les affranchis, on les oublie. Les affranchis, ils existent, on ne les voit plus en fait. Et cela est valable aujourd'hui justement par le fait que les historiens nient l'existence de l'esclavage, soit par minimisation, soit par l'oubli volontaire, soit par cette confiscation symbolique. Et quand j'étais à Bucarest,
tout le monde parlait de robier, pas de sclavier, puisque robier, c'est soi-disant une forme moins contraignante que l'esclavage. Ce qui est totalement faux et les preuves historiques se concertent dans cette direction-là. Vous voulez dire qu'il n'y a ni reconnaissance explicite pour le moment de la part de l'État roumain et de surcroît une forme de minimisation par l'expression de ce qui a été vécu vraiment par ces esclaves roms. En fait, la reconnaissance, elle existe puisque le 20 février, il y a une loi qui atteste de l'abolition de l'esclavage, mais cette reconnaissance, elle reste au niveau déclaratif. Il n'y a aucune volonté politique de changer quoi que ce soit. Il y a un musée national des Roms qui est resté au niveau des papiers, de la documentation. Tout est prêt pour qu'il soit mis en pratique, mais le gouvernement ne finance pas la réalisation du musée. Et en fait, la négociation entre la minorité rom et l'État roumain, elle se fait depuis des positions, des inégalités très fortes, qui fait que les Roms, en fait, ils n'ont aucun mot à dire dans la réalité. Est-ce que Monsieur Millet, vous souhaitez vous exprimer sur cette question ou peut-être revenir à la fois sur les événements ou sur ce manifeste? Alors, un point sur le manifeste, puisque vous avez posé la question sur la structure, cette structuration en 22 points, en fait, c'est un clin d'œil à la à la proclamation d'Islaz, dont M. Petkouts nous avait parlé, et qui, dans son point 14, dit que la nation roumaine ne peut pas se constituer comme nation moderne sans l'affranchissement des esclaves, donc des tziganes. Et donc, comme je disais tout à l'heure, nous ne nous situons pas en opposition ou en conflit à la Roumanie, bien au contraire. Il s'agit là de renouer avec cette pensée donc de 1848 que la nation roumaine doit être multiple et l'affranchissement n'est pas juste un acte juridique dans lequel les objets esclaves restent des objets, ils ne sont plus esclaves, mais ils restent des objets. Ils doivent être reconnus comme sujets à part entière de cette nation roumaine. Ils auraient dû l'être déjà en 1859, au moment de la création, tout au long de la création de la nation roumaine. Ils ne l'ont pas été et aujourd'hui encore, il reste exclu. Il est grand temps, il est encore temps, mais il est grand temps qu'ils fassent partie intégrante de la nation roumaine, puisqu'ils évoluent là depuis des siècles, comme ils doivent être reconnus comme partie intégrante de toutes les nations européennes où nous vivons depuis trop longtemps, depuis bien avant que les nations existent en tant que telles. Donc nous sommes constitutifs de ces nations européennes et de l'Europe en son entièreté. Euh, Vous avez mentionné, vous avez utilisé des termes très forts comme confiscation. Euh, Effectivement, aujourd'hui, les Roms n'ont pas, comme vous le dites, voix au chapitre sur le plan politique. Il y a quand même un activisme qui s'est développé, j'imagine, en France, par exemple avec des associations comme la vôtre, mais aussi ici en Roumanie. Quelles ont quand même été les avancées, s'il y en a eu, et quels restent les grands enjeux et peut-être là, je vais plutôt parler de la Roumanie pour nos auditeurs, les grands enjeux ici en Roumanie sur cette question-là. En fait, euh, toutes toute la société civile qui s'exprime à travers des associations, des fondations, elle est dépendante des agendas des institutions nationales et européennes. Elle est aussi dépendante des financements qui viennent justement de ces institutions-là. Ce qui fait que il n'existe pas une liberté totale de s'exprimer et de travailler sur le sujet.
Le principal problème, c'est le manque de continuité institutionnelle pour les Roms, tant au niveau roumain qu'au niveau européen. Une continuité institutionnelle qui pourrait s'exprimer à travers les expériences historiques, à travers la mémoire historique, à travers l'héritage culturel, etc. Ce qui fait que chaque génération doit commencer ce parcours de reconnaissance de représentativité politique dès le début. Et en Roumanie, il y a eu une effervescence assez conséquente dans les années 2000, mais très rapidement, les leaders de l'époque ont été intégrés dans des institutions nationales ou internationales, ce qui a confisqué leur liberté du discours. C'est la réalité. Aujourd'hui, le mouvement civique rome en Roumanie, il est endormi, il est en sommeil. Comme au 19e siècle, l'affranchissement, il est en fait un peu fait à la pression de l'Europe, puisque les deux principautés roumaines voulaient intégrer l'espace européen, central et ouest européen. Tout le monde rêvait d'avoir une société comme celle française. Et pour s'aligner à l'Europe, l'esclavage a dû être aboli. C'était un projet national. Aujourd'hui, personne en Roumanie n'est intéressé à faire sortir cette histoire de l'esclavage qui n'est ni honorable ni utile à la construction de la nation. Mais cela doit venir à nouveau de l'Europe. C'est ce qu'on tente de faire, c'est ce qu'on s'est proposé de faire, de réveiller les esprits avec cet événement à Paris. En 1848-1856, les idées venaient aussi de Paris. Aujourd'hui, on voudrait que la situation soit différente, puisqu'il y a des personnes qui sont très compétentes en Roumanie, qui sont très impliquées dans le travail avec les Roms, mais c'est l'État qui a besoin d'être réveillé plus que la société civile. Et ce réveil de l'État, si besoin, l'Europe doit se charger de le faire. Et c'est ce qu'on essaye de faire, de réveiller l'Europe et réveiller la Roumanie. Monsieur Millet, est-ce que vous vouliez ajouter quelque chose? Alors, voilà ce qu'on veut faire, c'est que dans cette période où les extrêmes droites ont confisqué, elles aussi, le concept même de l'identité nationale, de la manière des légionnaires en Roumanie ou du Front National ici en France, il est grand temps qu'on se ressaisisse, nous, citoyens responsables, du concept de l'identité nationale d'une manière saine. Et ce que je montre là, ce n'est certainement pas une manière saine de construire l'identité nationale roumaine, par exemple. Eu nu mai înțeleg nimic de când ne zicea țigani, tot ce făceam zicea că e țigănie. Acum ne zice rom. La ce facem noi? Cum îi zice? Românie, mă. Alors, c'est censé être drôle. Pour moi, ça n'est pas drôle du tout. Ça ne me fait pas rire. Et il y a aussi des versions beaucoup plus violentes que celle-ci. Alors, est-ce que vous pouvez expliquer, parce que notre public parle seulement français? Je pense qu'ils vont pas comprendre Parce que, cette... voilà, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, la Roumanie se constitue comme nation à partir de la classe des Serfs, qui était la majorité de la population. Donc, Roman était l'appellation du Serf et Roumanie était la communauté des Serfs. La communauté des Serfs devient la communauté nationale roumaine et la communauté des Tziganes, qui était la communauté des esclaves,
demeure tsiganiye, c'est-à-dire tout ce qui est en dehors de la société, l'endroit où on laisse les esclaves, hein, l'exclusion conceptuelle, structurelle et aussi spatiale. Et c'est ceci qu'on doit attaquer aujourd'hui en 2026, à un moment où l'État-nation a vécu plus ou moins bien, plutôt mal d'ailleurs que bien, et où il est grand temps de reconstituer, de reconstruire l'idée des communautés nationales autour de valeurs progressistes et inclusives pour ne pas que les uns soient construits sur les autres, en dominant les autres. Voilà, c'est le message de cet événement. Encore une fois, nous ne sommes pas là pour blâmer qui que ce soit. Nous sommes là pour que chacun retrouve sa place et qu'il occupe de la manière, la meilleure manière pour l'intérêt commun. Et ça rejoint aussi la question de société civile, État, tous souffrent de conséquences de cette période-là. L'indépendance de la société civile, bon, elle pose question pour toutes sortes de populations, donc pour la nôtre aussi, il n'y a aucune raison, mais il y a peut-être des raisons plus spécifiques qui sont liées aussi à l'esclavage et qui pourraient faire l'objet d'une autre émission parce qu'elles sont trop importantes, trop vastes et trop complexes. Est-ce que vous pouvez refermer la photo, qu'on puisse revoir vos visages? Merci beaucoup. Alors, il nous reste 5 minutes. Est-ce qu'il y a un sujet qu'on n'a pas abordé que vous souhaiteriez éventuellement évoquer ou revenir sur quelque chose qu'on a déjà évoqué mais que vous souhaiteriez approfondir? Je voudrais tout simplement accentuer ce déni de représentation politique qui est à la base de tous les malheurs du peuple rond. Et j'irais rappeler ici la mobilité des Roms ou le nomadisme, comme les sociétés occidentales le connaissent. Et même ce nomadisme-là, il est structuré par ce déni de représentation politique, puisque le déni de représentation politique, qu'est-ce qu'il crée? Il crée en fait l'exclusion, il crée l'expulsion, il crée l'enregistrement des familles, il crée la surveillance et l'interdiction des déplacements. Il crée des mesures d'assimilation dans la nation et il ne permet pas en fait une existence libre, indépendante, culturelle et ethnique des Roms. Ce qui fait que lorsque des groupes de Roms ne trouvent pas leur place, ne trouvent pas leur voix, ne trouvent pas les leaders pour pouvoir les représenter dans un certain endroit, territoire, pays, ils changent, ils bougent. Ils bougent justement parce qu'ils sont poussés à se déplacer, parce qu'ils sont amenés à à rechercher un endroit plus accueillant. Et cela, c'est la caractéristique pluriséculaire de toute cette circulation des Roms à travers l'Europe. Oui, et la clé, en fait, la clé de toute cette problématique Rome, c'est de donner réellement la voix aux communautés, de donner réellement la possibilité aux leaders de s'exprimer et de prendre part à la décision, à la prise de la décision politique. C'est ça ma conclusion. Et si je peux la compléter, la voix des Roms porte bien son nom et Ergo Network, que j'ai mentionné tout à l'heure et qui sera aussi représenté dont la voix des Roms fait partie, c'est European Roma Grassroots Organizations, en fait, ce sont des associations Roms de terrain qui travaillent dans une logique justement d'implication des premiers concernés.
c'est-à-dire l'organisation des Roms eux-mêmes, en coopération avec le reste de la société, évidemment, mais des Roms eux-mêmes. Et sur la question du nomadisme qui vient d'être évoqué, le nomadisme, en ce qui nous concerne, et surtout puisqu'on s'adresse à un public francophone, en France, on a inventé les nomades comme un statut administratif, justement pour exclure de la nation française une partie de la nation française qui était les Roms, mais aussi d'autres groupes. Et ça existait aussi en Roumanie, bien sûr, mais en France, ça a été vraiment formalisé. Ça continue d'exister à travers le concept de gens du voyage. Et ce n'est pas tant la mobilité réelle des personnes que justement cette illégitimité spatiale, hein, qu'on leur attribue d'une manière péremptoire, c'est-à-dire que ces gens n'ont pas à être là. Quand on dit gens du voyage, ça veut dire que ce sont des gens qui vont voyager et qui vont partir et qui ne sont pas légitimes, qui ne sont pas chez eux. C'est cette exclusion-là que la Voix des Roms cherche à expliciter pour la combattre de manière efficace. Monsieur Petkout, Monsieur Millet, un grand merci pour cette interview. Vous lancez donc ce manifeste le 20 février, un événement très chargé, j'imagine, pour vous, et puis en espérant que voilà, votre voix soit portée en France et ailleurs. Merci d'avoir pris le temps de répondre à nos questions au micro de Radio Roumanie Internationale, et je vous souhaite une très bonne journée. Merci à vous. Au revoir. Au revoir.